Salut Isabelle. Salut Pierre. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Isabelle d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de venir vous voir. On est ravis, nous aussi. Tu es élu municipal de la ville de Vitry-sur-Seine, communiste, et justement, en ce moment, il y a quand même pas mal de débats chez les communistes, notamment après que le secrétaire national Fabien Roussel a appelé à une candidature communiste pour 2022. Tu as aussi signé un texte qui se veut être une contribution collective au débat justement des communistes pour se donner les moyens de gagner en 2022. On va y revenir, mais d'abord, c'est aux médecins que j'ai envie de m'adresser parce que tu es chirurgienne. On le voit en ce moment, les services de réanimation saturent, le personnel manque parfois, le taux de contamination continue de s'envoler, notamment en Seine-Saint-Denis. Macron continue de son côté à jouer la montre. Il a raison, selon toi? Moi, je pense qu'à l'évidence, il faut arrêter là parce que, bon, déjà, moi, je suis très en colère parce que quand même, c'est une succession de fiascos, cette gestion de la crise. Je me souviens de l'affaire des masques, mais la sortie du confinement, du premier confinement qui avait été très efficace sur l'inversion de la courbe de la maladie, qui avait été faite à la hussarde où d'un coup on a dit on ouvre tout sans prévoir les tests, sans prévoir les moyens de dépister, d'isoler, etc. Puis après, il y a l'affaire des vaccins. Enfin, c'est une succession de n'importe quoi et on a un président qui nous dit moi, je n'ai pas de mea culpa à faire. Je ne sais pas si c'est du mea culpa ou pas du mea culpa. Il y a un moment où d'une part, quand toutes les autorités sanitaires alertent, il faut quand même écouter la démocratie sanitaire, ça n'est pas un vain mot, selon moi. Et puis la deuxième chose, c'est que l'argument il faut sauver l'économie, les dépressions, etc., ce qui semble se dégager des études internationales, c'est que les pays qui ont une attitude très offensive à l'égard du virus s'en sortent mieux à la fois sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan psychologique. Et cette banalisation de la mort, enfin, vous vous rendez compte qu'on va atteindre les 100 000 morts en France. C'est incroyable. En France, on commence à se dire qu'on va trier les malades. On était, il y a 30 ans en arrière, le meilleur système de santé au monde. Donc, d'après toi, il faut confiner, Isabelle? Moi, je pense qu'il faut confiner. Par contre, ce que je pense, mais je le pensais déjà lors du premier confinement, je pense qu'il faut confiner intelligemment. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que je crois, c'est que ce qui contraint, la contrainte majeure aux échanges entre personnes, c'est le travail et c'est l'école. Moi, l'autre jour, j'avoue que je me suis fait piquer mon vélo. Du coup, j'ai pris le RER. D'habitude, je fais du vélo. Je peux vous dire que le RER à 7h30 du matin, c'est honteux. Comment peut-on imaginer que ces salariés qui vont confinés pour le coup dans des rames ultra concentrées, il n'y ait pas des conséquences. Ce n'est pas étonnant que ce soit dans les villes populaires où il y a le plus de contamination. Donc voilà. Par contre, moi, je pense qu'effectivement, il faut pouvoir aller au parc. Il faut certainement, et c'est une opportunité, mais je crois que je l'avais écrit dans une tribune déjà chez vous, pour inventer une nouvelle école. Parce que je crois qu'entre aller à l'école dans des classes et pas du tout avoir de lieu de sociabilisation et comme moi je pense que l'école c'est apprendre à lire, écrire, compter, mais c'est tout à fait autre chose, c'est apprendre à être un citoyen émancipé. Je crois qu'il y a des espaces d'invention. Il faut faire de cette épidémie aussi une opportunité pour inventer du nouveau. Alors, Pierre l'a dit tout à l'heure, tu as signé une contribution collective au débat communiste du moment, alors que Fabien Roussel avance chaque jour un peu plus vers une candidature pour 2022. Alors, tu as signé un texte donc qui réunit des signatures de communistes de tendances très différentes. Certains parmi les signataires veulent une candidature unique de la gauche en 2022, d'autres veulent soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. En gros, ce qui vous rassemble, tous ces signataires, c'est que vous ne voulez pas de la candidature de Fabien Roussel pour la présidentielle 2022, c'est bien ça?
D'abord, moi, je suis très contente que tu insistes sur le fait que sur les 200 signataires, c'est 200 personnes différentes et qu'il n'y a pas de porte-parole. Et en tout cas, moi, je suis porte-parole de personne. Euh, et c'est très bien comme ça. Moi, je crois que ce qui nous fédère, c'est pas de ne pas vouloir de la candidature de Fabien Roussel. Ce qui nous fédère, c'est de considérer qu'il y a une situation politique extrêmement préoccupante dans le pays, où on voit se dessiner petit à petit un duel droite-extrême droite. Dans droite, ça peut être Macron, ça peut être Xavier Bertrand, que sais-je. Mais en tout cas, c'est que le débat politique se mène à droite et à l'extrême droite. Maintenant, tout le monde s'accorde à dire que l'hypothèse d'une Le Pen présidente n'est plus du tout exclue. Et ça, moi, je pense que c'est une catastrophe. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'extrême droite, c'est la droite de la droite. Je pense que c'est quelque chose d'autre. On est sorti d'un système démocratique et républicain quand c'est l'extrême droite qui est au pouvoir. Et côté droite, écoutez, si Macron repasse, si Xavier Bertrand, etc., passe, on va se retrouver dans un système à la fois très à droite, adieu les retraites, adieu la sécurité sociale, et très autoritaire. Donc cette hypothèse-là, en 2022, je ne peux me résoudre à l'accepter. J'ai envie de dire aussi un truc que je ressens. Alors là, tu parlais de professionnels, c'est ce que je ressens quand je vais travailler. Ce que je crois, c'est qu'il y a une certaine obscénité à cette classe politique qui pense en termes partisans, alors que la souffrance, elle est très importante dans le peuple français. La souffrance des petites tracasseries et des grandes catastrophes, mais aussi la souffrance de ne pas avoir d'espoir. Quand on est à gauche et qu'on ne nous propose pas d'espoir politique, alors... Mais pourquoi, Isabelle, pourquoi une candidature communiste ou la candidature de Fabien Roussel en 2022 serait incompatible avec tout ce que tu viens de dire? Parce qu'il y a une chose qu'il faut regarder, c'est le rapport de force. Personnellement, comment dire, moi je trouve que si on s'interroge sur le système démocratique et la présence des partis politiques dans la démocratie, il est légitime qu'un parti politique présente des candidats aux élections. C'est même une de ses fonctions fondamentales. Et donc évidemment, quand il s'agit de l'élection structurante de la vie politique, puisque c'est le cas dans la Ve République avec la présidentielle, il est de bon sens de dire que chaque formation au premier tour présente ses candidats. Au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine, comme on dit. Sauf que la réalité n'est pas celle-là aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on a une gauche qui est totalement balkanisée. D'une certaine manière, l'échec des expériences de gauche du XXe siècle, qui sont un double échec, la voie social-démocrate ou la voie plus révolutionnaire, les deux sont en échec, fait qu'il n'y a plus ce qui va être le cœur du ciment qui fait qu'on est ensemble. Résultat, on se retrouve avec une gauche totalement balkanisée. Je dis gauche parce que pour moi, gauche, ça veut dire aussi écologiste. Même si je reconnais aux écologistes le fait de revendiquer qu'ils sont au-delà de ça, mais moi, je demande aux écologistes d'accepter que je considère qu'on ne peut pas être de gauche sans être écologiste. Isabelle, on a vu quand même que parmi les signataires, il y en a quand même quelques-uns qui ont déjà déclaré publiquement, il y en a quand même pas mal, et qui ont déjà déclaré publiquement la nécessité de soutenir Jean-Luc Mélenchon en 2022. Pourquoi, après l'avoir soutenu en 2012 puis en 2017, il ne s'impose pas aujourd'hui au Parti communiste français? Qu'est-ce qui s'est passé entre les communistes et les insoumis pour en être arrivé aujourd'hui à possiblement présenter une candidature en 2022? Moi, ce que je crois, d'abord, tout le monde sait très bien les tensions qu'il y a eu de la tête aux pieds, parce qu'il n'y a pas eu que des tensions au plan national, il y a des difficultés à tous les niveaux dans la vie commune de ces deux organisations. Mais de toute façon, moi ce dont je suis convaincue, c'est que quel que soit le candidat, s'il est identifié fortement à une organisation, à un courant de pensée, alors ça veut dire que les autres sont obligés de se rallier à un courant de pensée, comme ça a été le cas dans la période où le PS était hégémonique à gauche.
Il n'y avait pas d'autre choix que de se rallier à la formation hégémonique à gauche. Là, la question, je crois que justement parce que la division est très sérieuse, elle n'est pas de surface, hein, la division entre les formations politiques, elle est profonde. Si on n'est pas capable de proposer un candidat qui soit un candidat supraparti, quoi, transpartisan, je ne sais pas comment exprimer l'idée, on ne sera pas capable de... Comment tu le désignes, ce candidat? C'est quoi? C'est des primaires? C'est un appel à des candidatures? Ben moi, je crois que parce que le problème est très sérieux de division idéologique, culturelle, etc., faut peut-être, là encore, reprendre les choses à la racine et se dire que si on part du candidat, donc de la présidentielle, donc de la culture 5e République, je pense qu'on est sur le terrain des autres. Donc, il faut inverser ce processus. Mais Isabelle, vous en appelez à partir de la base, justement, à essayer de revenir justement à une forme de construction politique pour 2022 qui ne parte pas d'en haut, mais qui parte de la base. Ça ressemble un peu aux collectifs antilibéraux de 2007, qui ont conduit quand même en échec. Ben moi, ce que je crois, c'est que justement, d'abord, il faut tirer parti de cette expérience. Deuxièmement, c'est pas parce qu'une expérience elle rate une fois qu'elle rate à vie. Troisièmement, il y a quand même une situation politique qui est totalement différente et que notamment dans cet espace politique, il y a plusieurs formations influentes, ce qui n'était pas le cas à l'époque des collectifs antilibéraux. Et moi, ce n'est pas tellement la pensée des collectifs antilibéraux qui m'inspire. Moi, c'est plutôt les expériences gagnantes des municipales. Les expériences gagnantes des municipales, c'est quand on est capable de mettre des gens de la société civile, comme on dit, des citoyens et des formations politiques sur la construction d'un projet commun. C'est pourquoi moi, je fais mienne l'idée qui a été soumise par quelques-uns de proposer des collectifs de circonscription, que dans chacune des 560, je crois, circonscriptions, il y ait un débat sur le projet politique national, qui serait un projet de législature, le choix du candidat, et que ces 560 candidats aboutissent à une espèce d'assemblée générale des candidats parlementaires qui arrêtent le projet national et choisissent le candidat national. Oui, Je pense qu'il faut... Isabelle, ce matin, par exemple, sur France Inter, tu avais Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts qui en a appelé précisément à un rassemblement. Alors lui, un rassemblement d'Anne Hidalgo, de Christiane Taubira, d'Olivier Faure, de Julien Bayou et de Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est une évolution parce qu'avant, il excluait Jean-Luc Mélenchon de cette réunion. Il les appelle à tous se mettre autour de la table pour 2022. Est-ce que tu crois que voilà, par exemple, quand tu entends ça de la part de Yannick Jadot, tu te dis « Ah oui, tiens, c'est peut-être ça qu'il faut faire, c'est ça le bon format ?» En tout cas, moi, j'ai aucun problème à dire qu'il faut que les formations politiques se mettent autour de la table et se parlent avec l'ambition d'arriver à une candidature commune. Je crois profondément que on sera très loin du compte. C'est pas que je pense que j'y suis opposée, c'est que je ne crois pas à l'efficacité de ça pour trois raisons. D'abord parce qu'on a la question de pour quel projet, sur quoi on peut identifier la gauche aujourd'hui. 81, Mitterrand et gagne, il y a des grandes propositions emblématiques, les nationalisations, la peine de mort, etc. C'est quoi les grandes idées qui identifient la gauche chez les écologistes aujourd'hui? Ben moi, je crois que ça, il faut... Justement, c'est ce que j'allais dire. Ce qui identifie la gauche, c'est surtout les désaccords en ce moment. Quand on voit les débats sur la République, sur les réunions non mixtes, l'islamo-gauchisme, on se dit, est-ce que cette gauche-là, que Yannick Jadot appelle de ses voeux à se rassembler, de Christiane Taubira, Anne Hidalgo, en passant par Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon, compte tenu de toutes les invectives qu'on voit sur les réseaux sociaux en ce moment, tu crois que c'est possible aujourd'hui d'imaginer un projet en positif et non pas des invectives sur des désaccords majeurs, quand même, des désaccords importants? Écoute, d'abord, ce que je crois, c'est que, et là, ça renvoie à la question communiste, c'est quand même un des grands fils rouges de l'histoire communiste dans ces moments importants. Je relisais, par exemple, Duclos
Et le PC avait été à l'initiative en juillet 1935 de ce qu'ils avaient appelé les Assises de la paix et de la liberté, où Duclos en appelait pour résister au fascisme à l'union des communistes, des socialistes, des radicaux, des deux CGT, comme il disait à l'époque, des antifascistes, parce qu'il fallait un front de résistance et il avait juré de s'inscrire dans la durée et ça a conduit au Front populaire. Donc moi, je ne pense pas qu'il faut chercher dans le passé les recettes pour demain, mais n'empêche, cette idée-là qui a besoin de s'unir est une idée, pour moi, c'est un fil rouge de la réussite et de l'espoir. Deuxièmement, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas simple pour la raison que, évidemment, tu indiques, c'est que les sujets de désaccord sont incroyablement multiples et c'est en ça que je dis la balkanisation n'est pas un problème de surface. Et c'est pour ça que je crois que si on veut surmonter cet obstacle, parce qu'il faut le surmonter, parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'on ne va pas laisser la France à la dérive, voilà. Il n'y a pas d'autre solution que de faire une construction qui va se faire le plus possible par la gauche citoyenne, la gauche populaire, la gauche… Ah non, attendez, gauche populaire, j'enlève ce terme qui pourrait être interprété autrement. Donc voilà. Moi, je crois je ne sais pas comment dire, c'est que peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais on a le devoir d'y arriver. Et donc, il faut se donner les moyens, le chemin pour y arriver. Et pour moi, le chemin le plus sûr, ce n'est pas un tour de table entre les chefs de parti, même si je n'y suis pas opposée, c'est de remettre le débat au cœur de ceux qui ont le plus besoin de la gauche au pouvoir. Alors, en parlant d'obstacles à affronter et de sujets qui fâchent, ce sera notre dernière question. Le PCF a communiqué la semaine dernière au sujet de la polémique sur les réunions non mixtes à l'UNEF et a parlé de, je cite, dérive identitaire. Tu partages l'avis de tes camarades communistes? D'abord, mes camarades communistes, je ne sais pas si c'est l'avis de mes camarades Oui, communistes. je ne sais pas qui a signé ce communiqué de presse. Hein. C'est un communiqué de presse. Ouais. Mais bon, en tout cas, moi, ce que je crois, c'est que ce débat est un débat complètement hallucinant. D'abord, et ça me renvoie à Duclos, et j'ai envie de dire, y compris à la Rose et le Réséda, hein, à Aragon, on est quand même, enfin, je veux dire, dans une période affreuse. Hier, c'était le judéo-bolchevisme, et maintenant, c'est l'islamo-gauchisme avec tout ce que ça porte de haine, voilà. La deuxième chose, c'est que je crois que, moi je suis d'accord avec ceux qui disent qu'un groupe de parole, mais d'une certaine manière, moi, je vais vous avouer un truc, quand j'étais au lycée, j'allais au groupe femmes, et c'était déjà considéré comme un acte de dissidence dans le PC. Les groupes femmes, vers les années 80, après, on a accepté l'idée que les femmes puissent avoir des lieux où elles se parlent, parce que quand on est discriminé, il faut des lieux d'ouverture de parole. Et bon, voilà. Tu es en train de dire que le PC a toujours été réac sur ces questions-là? Non, je n'ai pas dit ça, puisque je dis qu'on Ah, s'est ils ont ouvert. évolué dans les Ouais, années 80. ouais. Mais, et puis, voilà. Puis moi, je pense que le PC, c'est pas, je veux dire, c'est pas uniforme. Voilà, c'est aussi à l'intérieur des gens qui pensent et qui ont des pratiques différentes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me souviens au moment des groupes femmes, c'est les débats sur l'unité du mouvement ouvrier, ça ne peut pas passer par des groupes de discriminés. Moi, je pense que quand on est discriminé, on a besoin de se parler. Mes parents, c'était des enfants des fermes de Bretagne, et quand et tous les deux, ils venaient de Bretagne. Et où est-ce qu'ils se retrouvaient le samedi soir? Au bal des Bretons à Montparnasse. Je veux dire, quand on appartient à une population discriminée, il y a des moments où on a besoin d'être ensemble, de se parler. Je pense qu'il faut le respecter, ce qui n'est pas du tout la même chose que de dire qu'il y aurait des décisions politiques communes qui seraient prises en excluant une partie des gens. Donc, mais bon, moi, ce débat, ce débat, je le trouve vraiment grave. Parce que c'est rance, quoi. C'est une ambiance rance. Je disais, Le Pen, elle peut devenir présidente, mais il y a quelque chose qui ne va plus dans ce pays. Il y a quelque chose qui ne va plus parce qu'on perd le Nord, quand même. Je veux dire…
Merci beaucoup. D'avoir été notre invité. Merci.